Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup d'être présents pour cet atelier organisé par la Fédération des tiers de confiance du numérique. Puisque c'est la journée, nous allons parler bien sûr de facture électronique, mais également d'identité numérique, un outil qui va devenir de plus en plus central, notamment avec le règlement eIDAS V2. Donc il y a à côté de moi deux intervenants que je remercie. François Chassery, directeur général de Certiménis. Bonjour. Et Stéphane Gache, directeur général de Champersheim et vice-président de la FNTC. Bonjour. Et qui vont nous expliquer comment et pourquoi associer facture électronique et identité numérique. Alors avant de commencer, je vais me permettre un petit mot sur la Fédération des tiers de confiance du numérique, qui a été créée en 2001 avec un objectif toujours d'actualité, favoriser une digitalisation fiable et sécurisée. Au sein de la fédération, nous regroupons des acteurs très différents, des éditeurs de logiciels, des experts à la fois juridiques et techniques, des professions réglementées, des startups et également des utilisateurs. Ces acteurs de tous horizons se retrouvent dans des groupes de travail. Il y en a 10 actuellement sur des thématiques comme l'identité numérique dont on va parler, l'archivage électronique, l'intelligence artificielle, le vote électronique. Je ne vais pas tous vous les faire. Voilà. Et ces groupes de travail, donc, le but est de définir les bonnes pratiques du numérique, mais également de les promouvoir. Pour cela, la FNTC publie des guides, comme le guide sur l'identité numérique que vous pouvez retrouver un petit peu partout dans la salle, là-bas à droite. Merci. La FNTC participe aussi à la normalisation et organisera le 26 novembre prochain les Assises de la confiance numérique, à laquelle, bien sûr, vous êtes tous invités. Mais aujourd'hui, d'abord, nous allons parler identité numérique et facture électronique. Le contenu de cet atelier est tiré essentiellement de la publication que je viens d'évoquer sur l'identité numérique professionnelle. Et donc je vais laisser Stéphane, qui est l'animateur de ce groupe de travail, nous expliquer les objectifs de cette publication. Merci François-Luc. Alors, en fait, cette publication est la première normalement d'une longue série. Pourquoi c'est la première d'une longue série? Parce qu'on a surfé sur l'obligation dont on va vous parler au cours de cet atelier d'identification et d'authentification à un niveau dit substantiel des utilisateurs se connectant à la PPF ou se connectant à un PDP et du point de vue d'un certain nombre se connectant du coup à une OD. Donc on a surfé sur cette obligation d'identification des utilisateurs professionnels pour travailler sur la notion d'identité professionnelle, et ce guide est une déclinaison de cette identité professionnelle à la facture électronique. Mais il ne faut pas, si on associe la facture électronique à l'identité numérique, il ne faut pas réduire l'identité numérique à son utilisation dans le cadre de la facture électronique. L'identité numérique est un nouveau concept qui va être développé dans les années à venir dans l'entreprise. J'espère que vous sortirez de ces 30 minutes en étant non seulement convaincu, mais surtout en ayant découvert ce qu'était l'identité numérique professionnelle. Un petit point sur les guides de la FNTC et sur les groupes de travail, ils sont ouverts à tous. Vous pouvez rejoindre la FNTC et contribuer à ces guides, bien évidemment, sur les identités dans vos propres activités. On en reparlera à la fin. Donc pourquoi lier identité numérique et facture électronique? Un des sujets qui va nous intéresser par rapport à la facture, c'est la problématique de la vraie ou de la fausse facture. Fausse facture, bien sûr, on pense tout de suite, quand on entend fausse facture, à une facture qui a été mise indûment pour des prestations qui seraient fictives. Mais on a d'autres cas de fraude qui vont pouvoir se jouer à partir d'une fausse identité. On va pouvoir, par exemple, créer une société, une vraie société, à partir d'une fausse identité, émettre des factures à partir de cette fausse société, et le temps que la supercherie soit découverte,
on a encaissé soit des fausses factures, soit on s'est fait rembourser de la TVA sur des factures de prestations qui étaient fictives. Et l'identité étant fictive au départ de la création de la société, et bien finalement on a réussi un tour de passe-passe. L'autre usurpation d'identité qu'on va pouvoir imaginer sur le principe de la facture, ben c'est sur un portail de dématérialisation de facture, ce serait d'usurper l'identité d'une vraie personne qui agit au nom d'une vraie société et par exemple de modifier le compte vers lequel vont être versés les paiements ou déposer des factures qui n'ont pas le montant qui devrait être dû pour cette société et donc créer de la fausse facture de cette façon-là. Donc par ces mécanismes, en fait, on voit comment on peut rejoindre la problématique de l'identité professionnelle, dont on va définir juste après ce qu'elle recouvre, et la problématique de la facture. Merci François. Stéphane, on sait qu'avec cette réforme, donc, toutes les entreprises devront passer par une PDP. Et quelles sont les mesures de sécurité lorsqu'on s'authentifie sur l'une de ces PDP, justement pour éviter la fraude? Alors, lorsque le décret d'octobre 2023 a été publié, la PPF exerçait toujours son rôle alternatif de réception et de mise à disposition de factures. Donc à l'époque, le texte s'adressait à la PPF et au PDP. Aujourd'hui, il ne s'adresse plus qu'au PDP, mais on va en reparler dans 3 secondes. Il ne s'adresse plus qu'au PDP, et en fait ce texte est extrêmement clair. Jusqu'à 2030, il y a une mesure dérogatoire permettant de s'authentifier sur une PDP à partir d'un dispositif d'authentification à double facteur, dont un dynamique. En fait, cette formulation recouvre un système d'authentification à base de MFA. Mais il y a un petit article supplémentaire qui suppose que cette authentification de la personne physique soit liée à une authentification certaine du rôle de la personne physique par rapport à la personne morale pour lequel elle va intervenir. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PDP a l'obligation de vérifier que monsieur François Chassery, qui va ouvrir un compte ou se connecter à son compte pour le compte de Certinomis, en est bien le représentant légal, ou on a eu une délégation par une chaîne de délégation d'un niveau substantiel d'identification. C'est-à-dire tout sauf un fax, un scan. C'est la jeunesse qui revient. Tout sauf un scan, tout sauf des moyens qui permettraient de détourner les droits, et donc, comme vient d'expliquer François, d'ouvrir des faux comptes, d'accéder à un compte existant, de modifier les paramètres, puisque la PDP accède au repository de la PPF. Enfin, vous imaginez les dégâts que peut produire une intrusion sur une PDP. On sait aujourd'hui que la majorité des cyberattaques se font sur les périmétries, et donc, à partir d'un PDP, on peut remonter sur la PPF et faire un certain nombre de dégâts. C'est pour ça que ce niveau d'authentification a été décidé par l'AIFE et par la DGFiP. Donc voilà le niveau actuel qui est demandé sur la PDP. On verra tout à l'heure qu'il y a plusieurs moyens d'accéder à ce résultat. Mais ce résultat, en fait, il dit quoi? Il dit « je veux une identité professionnelle ». Et justement, Stéphane, tu viens d'évoquer le lien entre personne morale et personne physique. Comment ce lien est-il établi au niveau juridique, notamment dans le contexte numérique? Donc, on va bien sûr, pour créer l'identité numérique, on va avoir besoin de relier 2 choses, l'identité d'une personne physique et l'identification d'une personne morale. Puisque bien sûr, en droit français, uniquement une personne physique va pouvoir engager une personne morale. Et donc l'identité professionnelle, ça va être ce mix, ce rassemblement, où on va en même temps garantir qu'une personne physique existe et qu'elle possède bien ce nom, ce prénom qu'elle atteste, l'existence de la personne morale et le fait qu'il existe un lien entre la personne physique et la personne morale. Et donc tout le jeu, tout le mécanisme de l'identité professionnelle, ça va être de vérifier toutes ces informations, de vérifier qu'elles ont un lien entre elles, et ensuite de créer un système d'authentification qui pourrait être varié. On peut partir du certificat numérique qui est la base, mais il y a d'autres systèmes qui vont commencer de plus en plus à se faire jour et à monter sur le système d'identité professionnelle. On va rassembler ces informations d'identité et les sceller
dans un système qui permettra de répondre sur une interrogation en disant, et je vais prendre l'autre exemple, oui Stéphane est bien le directeur général de Chambersign, ou alors oui Céline est directrice marketing et elle a le droit d'acheter des sondages, mais elle n'a pas le droit de signer des loyers. Justement Stéphane, puisque tu voulais parler, quels sont les différents moyens concrètement pour mettre en œuvre au sein de la réforme de la facture électronique cette identité numérique professionnelle? Alors on a travaillé quand même presque 8 mois dans ce groupe de travail, de manière à identifier les 3 méthodes. Les 3 méthodes qui aujourd'hui, pour un PDP, mais que ce soit un PDP, encore une fois, un OD, ou que ce soit n'importe quel fournisseur des services numériques, les 3 méthodes qui permettent de répondre à la question assez simple, à qui s'adresse à moi, qui s'adresse à moi sur le plan de la personne physique. Et là, je me retourne vers François et le groupe auquel il appartient. On sait à peu près maintenant en France identifier une personne physique à travers son identité numérique, par exemple de la Poste. Ok, je sais quelle est la personne physique, mais ça m'intéresse. Alors si, ça m'intéresse quand même. Mais ça ne m'intéresse pas suffisamment. J'ai besoin de savoir si cette personne physique est bien la personne qui a les droits sur l'entité sur laquelle elle a l'intention d'agir. Et là, on rentre dans une problématique qui est une problématique double. Une problématique initiale qui est ce qu'on appelle le KYC, KYB. KYC, KYB, c'est connaissance de la personne et connaissance du business de la personne. Alors, business de la personne, ça veut dire l'entité légale auquel elle est rattachée. Le KYC, KYB est une opération que l'on fait en général une seule fois. Et une fois qu'on a fait cette opération, on va délivrer à la personne pour laquelle on a fait l'opération un droit à agir. Alors on peut imaginer qu'à chaque fois, effectivement, que l'on va se connecter sur la PDP, on va avoir cette notion de KYC, KYB, et on voit que dans les scénarios qui sont ici, on a un lien, c'est la première, c'est l'identité personnelle de niveau substantiel, donc quelque chose de solide, où on a vérifié que la personne était bien, encore une fois, qui elle prétendait être, et on va l'associer à cette identité, la preuve du lien avec la personne physique, au même niveau. L'associer au même niveau, ça veut dire qu'on a 2 flux différents, on a 2 sources différentes, et on va être capable de lier ces 2 flux au moment où la personne va vouloir agir. Et elle va vouloir agir à beaucoup de moments. Elle va vouloir agir au moment de la création du compte, elle va vouloir agir au moment où elle va pouvoir modifier ce compte, elle va pouvoir agir quand elle va accéder aux factures, et tout à l'heure, François a évoqué les cas de fraude, d'injection de fausses factures, donc des fraudes qui sont visibles. Mais imaginez qu'un de vos concurrents accède en toute impunité à la liste de vos factures et à vos prix d'achat. La veille économique, c'est aussi un moyen de fraude. Et donc, non seulement on va avoir cette notion de qui agit, mais on va aussi avoir une notion de quels sont les droits qui vont lui être associés. Depuis les droits les plus attendus, étendus à d'autres. Et ça, je garde pour François tout à l'heure. La deuxième façon de le faire, c'est pour tout à l'heure. Je vais d'abord passer à la troisième, parce que la troisième, c'est celle qui est le plus couramment utilisée. Le plus couramment utilisé, je vais d'abord créer mon compte, je vais d'abord dire qui je suis sur un plan personnel, et ensuite je vais déployer des efforts pour rattacher à cette identité personnelle les droits professionnels en allant chercher des documents certifiés, à Infogreffe ou ailleurs, et donc ce rattachement, lui aussi, devra être fait de façon sécurisée et de façon permanente. Et là, on arrive au troisième élément qui résout 2 questions. La question de l'association des droits de la personne aux droits de la personne morale. Pourquoi? Parce que la solution numéro 2, c'est une identité professionnelle qui contient en elle-même l'identité de la personne morale. C'est ce qu'évoquait François il y a 2 minutes. Ça s'appelle le certificat numérique, mais il y a d'autres méthodes qui vont arriver. Ce certificat numérique contient les 2 identités liées de façon indissociable. Et l'autre élément de cette identité professionnelle qui inclut les 2 liens, c'est que lorsque ce lien n'existe plus, c'est de la responsabilité de l'autorité de certification, c'est notre métier à tous les deux, de révoquer ce lien
Et donc de publier instantanément le fait que un de nous deux a été viré. Si on prend les exemples, François, comment on va changer de crèmerie. C'est-à-dire que le mandat social ou le mandat social qui est publié, qui est public au sein de ce qu'on appelle les référentiels, les registres comme Infogreffe, le fait que ce mandat social a été rompu et donc que tous les droits qui y sont associés ont disparu. Donc on voit que quand on parle d'identité professionnelle et quand on parle de prouver cette identité professionnelle, non seulement on la prouve une fois au moment où on s'enrôle, au moment où on crée son compte, au moment où on débute, mais on la crée, on l'utilise de multiples fois et on doit la vérifier en temps réel, de manière à ce que quelqu'un qui n'a plus de droits ne se maintienne pas dans un système. Et c'est là où le changement de paradigme va être important, parce que cette nécessité pour la facture électronique qui est inscrite dans les textes, ça va devenir quelque chose d'extrêmement utile dans le business, puisqu'à partir de là, quand je vais créer un compte, je vais être capable de savoir si la personne qui crée ce compte, c'est bien quelqu'un qui a le droit, et donc je vais simplifier ma mise en relation et surtout la sécuriser sur le plan juridique. Alors la sécuriser sur le plan juridique, c'est parfait, mais ça suppose évidemment que dans une grande entreprise, je sois capable de déléguer et que je n'appelle pas mon PDG toutes les 15 secondes pour ouvrir un compte. N'est-ce pas, François? Tout à fait. Alors, merci Stéphane, parce que tu as bien effectivement posé le problème de ce qu'est la gestion des mandats. On a aujourd'hui déjà des systèmes qui permettent de garantir une identité professionnelle. Effectivement, le certificat numérique, on va garantir que François Chasserie a le droit d'agir au nom de Certinovis. Là, je parle pas de toi, François Chasserie a le droit d'agir au nom de Certinovis, mais à la fin, on ne sait pas ce qu'il a le droit de faire. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, on a des systèmes d'identité électronique qui sont déployés, qui sont utilisés sur un certain nombre de plateformes, mais on renvoie en fait sur la plateforme la problématique de la gestion du mandat, de la gestion de qui a le droit de faire quoi. On peut éventuellement nous mettre une petite barrière en disant celui-là pourra signer, celui-là ne pourra pas signer. Ça, on peut le faire au niveau du certificat. Mais ensuite, on ne peut pas être beaucoup plus fin au niveau de la gestion des droits. Et c'est cette problématique qu'on va savoir adresser maintenant avec le système d'identité professionnelle. C'est qu'on va être capable de garantir que Stéphane a le droit d'agir en tant que directeur général de Chambersheim, mais il n'a pas le droit de vendre Chambersheim, par exemple. C'est des sujets comme ça. On peut donner des droits pour signer des contrats de location immobilière, mais pas des droits d'achat. On peut gérer sur une plateforme de facture électronique, puisque c'est notre sujet, notre cœur de sujet. Des gens auront le droit de consulter les factures, d'autres auront le droit d'en déposer. Un autre rôle pourrait être de modifier le compte sur lequel seront payées les factures. On peut aller très très loin dans la finesse de la gestion des droits, à la fois en termes de nature de l'autorisation et en termes de montant de l'autorisation. Tout ça pourra être porté dans un système de moyens d'identité électronique. Et c'est ça le monde nouveau qui s'ouvre à nous, justement, avec ce système et dont la facture électronique devrait être le premier des bénéficiaires. Merci beaucoup. Notre présentation était volontairement assez courte pour vous laisser aussi la parole pour savoir si vous aviez des questions. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. J'ai une question concernant l'article 242 de l'ISF qui précise les deux conditions d'identification. J'ai vu qu'il y avait une identification substantielle qui arrivait en 2030, comme vous avez dit. Et en attendant, il y a la période provisoire, et je voulais savoir, nous, en tant que PDP Bruxelles, quel est le minimum qu'on doit respecter pour rentrer, pour identifier les personnes. Et j'ai cru comprendre, en lisant le document que vous avez fait, qui est super, merci beaucoup de l'avoir fait, parce qu'il n'y a personne qui précise comment ça fonctionne l'identification. Un gros travail collectif. Bravo. Est-ce que c'est écrit qu'on avait plusieurs choix, et il y avait un des choix qui était un niveau faible de vérification de la personne physique? Est-ce que c'est un niveau faible au sens d'une normalisation ou qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, l'avantage quand on rédige un avis d'expert, c'est qu'on laisse ouvert le choix à l'utilisateur. En fait, votre responsabilité de PDP,
pour les PDP qui sont dans la salle, ça va être de répondre à votre auditeur. Et votre auditeur, lui, il va avoir l'article en tête. Et la question qu'il va vous poser, c'est « Ok, vous avez pris quelles mesures pour vous assurer de l'identité de la personne qui est en face de vous ?» Alors, vous parlez du niveau faible. Évidemment, aujourd'hui, les moyens, les référentiels sur ce sujet-là, en fait, il y en a deux. Soit on a un référentiel européen, qui est le référentiel d'identité numérique avec IDAS, soit on a un référentiel franco-français qui est le RGS. Les deux référentiels sont, on ne va pas dire en parallèle, mais en équivalence. Et en réalité, si la question est, est-ce que j'ai besoin de faire un face-à-face avec chacun de mes abonnés, moi je vais vous faire une réponse, je vais vous répondre non. Par contre, à partir du moment où l'auditeur va vous poser la question, mais vous savez qu'en France, il y a quand même des moyens électroniques de s'assurer de l'identité de la personne, et vous ne les avez pas mis en œuvre, et vous n'avez pas été jusqu'au bout de la démarche en vous disant, si la personne a un moyen d'identification électronique, encore une fois comme celui de la Poste, ou d'autres systèmes qui seront plus disponibles, je vais être capable d'augmenter mon niveau, et si la personne se présente avec un dispositif non électronique, alors j'utilise des moyens convergents d'identité. C'est ça la réponse. Et c'est une réponse de consultant que je vous fais, hein. C'est pas la réponse du patron de Chambersheim. Je compléterai par, il y a une norme qui a été mise à jour il y a très peu de temps, la 119-461 sur l'identification à distance, et je pense que c'est un bon guide, alors qui s'impose à nous très naturellement, mais dont vous pouvez vous inspirer. Et pour faire très très simple, hein, soit vous faites l'identification d'une personne en face à face, soit quand vous êtes en identification à distance, vous allez utiliser un PVID, un prestataire de vérification d'identité à distance qui a été qualifié par la NSSI, enfin la NSSI en France en tout cas, soit vous utilisez un composant électronique qui va vous permettre une identification dynamique, et donc vous avez une carte à puce qui va vous garantir l'identité de la personne. On est sur un système qui est assez bien balisé maintenant au niveau de la normalisation européenne, et cette normalisation européenne est en train de monter dans le droit par le règlement IDAS V2 qui référence dans ses actes d'implémentation cette nouvelle version de la norme. Depuis peu sur les drafts, et probablement le 21 mai, donc la semaine prochaine. Attention, là vous avez résolu le problème de la personne physique, il vous reste le problème de la personne morale. Donc, à ce moment-là, il faudra que vous ayez la certitude que la personne physique qui se présente est bien celle qui est liée aux moyens que vous aurez d'authentifier la personne morale, sachant qu'il n'y a pas que des sociétés inscrites au RCS. Et après, je vous laisse découvrir. C'est là que les trois voies dont parlait Stéphane tout à l'heure sur la diapositive, hein, soit identité professionnelle, ou nous, finalement, c'est notre métier, on va vous garantir que c'est la bonne personne physique, c'est la bonne personne morale, qu'elle existe vraiment, et qu'il y a un vrai lien entre les deux, et que cette personne a le droit d'agir. Soit vous allez avoir la possibilité d'avoir une preuve d'existence de la personne morale, mais il faudra établir le lien et le gérer vous-même, ou vous allez même vérifier vous-même l'existence de la personne morale, et c'est là en fait toute la profondeur de champ. De toute façon, c'est comme dans toute chose, s'il y a des prestataires de services, c'est parce qu'ils vous proposent de faire le travail à votre place et d'une façon peut-être plus rapide ou plus efficace que ce que vous pourriez vous mettre en œuvre parce que c'est pas votre cœur de métier. Voilà, donc le sujet il est là, il est à quelle profondeur, jusqu'où je prends la charge sur moi-même pour réaliser ces contrôles et pour établir la solidité du lien entre personne physique, personne morale et droit à agir. Et là, je m'aperçois que dans un souci d'optimisation, on a enlevé une étape de ce slide. On avait une étape normalisation. Si on est autour de la table, c'est qu'on travaille ensemble sur les mêmes sujets. Et que tous les opérateurs d'identité, aujourd'hui, travaillent ensemble sur le même sujet. Si on descend dans la technique, tous ces outils-là utilisent peu ou prou OpenID Connect. Et puisque vous faites tous de la facture électronique, vous savez que les premiers travaux qu'on a tous menés sur la facture électronique, quand j'en faisais quand j'étais jeune, c'était d'abord des travaux sémantiques. La question était de savoir de quoi on parlait quand on parlait de facture, et ensuite on a parlé de syntaxe. Et bien là, on est dans la même démarche. On a d'abord parlé d'identité. Qu'est-ce qu'une identité? Qu'est-ce qu'une personne morale? Qu'est-ce qu'un établissement? Qu'est-ce qu'un mandat? Qu'est-ce qu'un droit? Et on va publier au sein de la FNTC et d'autres groupes de travail, on va publier des référentiels de manière à ce que tous les opérateurs d'identité numérique vous envoient des identités numériques sur le même format. Ce qui, évidemment, évitera d'avoir 50 000 formats à développer.
et permettra la création d'un véritable écosystème autour. C'est très important de rappeler ça. Pourquoi on a l'air de bien s'entendre, mais on s'entend bien même si on est concurrents? C'est parce que ce marché d'identité professionnelle n'existera que si les systèmes sont interopérables. Et ça, on l'a vécu dans le certificat électronique, on le voit aussi dans la signature avec des systèmes comme le Cloud Signature Consortium qui garantit l'interopérabilité des signatures. Et là, sur l'identité professionnelle, dès le départ, à l'amorce du sujet, quand on a commencé à travailler dessus, on s'est dit la première condition pour que ce marché existe, c'est l'interopérabilité, et on travaille vraiment sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, moi j'ai très peu de connaissances sur ce domaine. Toutefois, on utilise chez nous une identité numérique pour se connecter à des sites professionnels, notamment le guichet unique. Et donc on a créé des identités numériques pour certains des collaborateurs. Et cette même identité numérique, donc avec son adresse mail professionnelle, un numéro de téléphone, etc. Et cette même identité numérique peut également être utilisée sur des sites privés. Comment peut-on faire la différence? Quel est l'engagement, moi, collaborateur d'une entreprise, qui veut me connecter au guichet unique, et moi qui veux me connecter sur mes sites privés via France Connect ou autre? Et c'est là où est la barrière, comment on doit créer notre identité numérique avec des identifiants soit perso, soit pro, et voilà. Alors, je ne connaissais pas là, le rattachement d'identité professionnelle où la personne physique pouvait être attachée à la personne morale. Et alors justement, vous avez touché du doigt exactement le problème, et ce problème, j'avoue, je le vis aussi, puisque j'ai pris une identité numérique de la Poste, bien sûr. C'est à la Poste qu'on a pris notre identité numérique. Voilà, je m'en sers pour mon usage professionnel et pour des certificats, pour la signature à distance. Mais bien sûr, il n'y a qu'un seul François Chasserie, et donc l'identité numérique de la Poste me garantit mon identité avec le même système pour mon usage que je détourne en fait pour mon usage professionnel et pour mon usage privé. C'est l'identité d'une personne physique. Il n'y a rien dans mon identité numérique qui garantit que je travaille pour Certinomis et qui garantit que j'ai le droit de faire ceci ou cela pour Certinomis. Et c'est bien le cœur du sujet de l'identité professionnelle. C'est qu'à côté d'une identité qui est personnelle, eh ben, on va créer une identité, regarde mon nom, je connais pas l'autre, François Chasserie de Certinomis. Et on va dire, François Chasserie, il est directeur général de Certinomis, il a le droit d'engager la société à hauteur de tel montant pour telle ou telle action. Par exemple, j'ai pas le droit moi d'acheter un immeuble pour Certinomis. Bon, c'est pas très grave, je n'ai pas envie. Mais il y a des limitations dans ce que j'ai le droit de faire. Et donc, c'est ça le principe de l'identité professionnelle, c'est qu'à la fois, je prouve mon identité, mais je prouve que j'ai le droit d'agir pour une organisation, pour plusieurs organisations, parce que je pourrais être mandataire social pour d'autres sociétés également, et on va dire ce que j'ai le droit de faire pour cette société ou ces autres sociétés. Donc c'est justement le progrès qu'il va y avoir avec l'identité professionnelle, et vous êtes un parfait cas d'école pour montrer le besoin en fait, de ce programme. Merci. J'ajouterais juste une dimension qui est la dimension de centralisation des droits. C'est-à-dire quand une entreprise gère les droits de ses salariés dans différents domaines, quand ce salarié quitte l'entreprise, eh bien c'est un endroit unique, on va couper son identité professionnelle pour cette entité. Et son identité personnelle perdurera évidemment. Et ça, c'est un point aussi important, qui est un point de gestion des accès. Et on peut très bien utiliser une identité professionnelle dans le propre SI de l'entreprise. Tout va dépendre du type d'activité. Oui, juste une question par rapport à Monidéum. Je pense que c'est un service dont vous avez entendu parler. On parle effectivement d'identité numérique. Et j'ai un peu de mal à voir, parce que d'un côté, Monidéum, si j'ai bien compris, c'est réalisé par les greffes des tribunaux de commerce. Donc derrière, il y a, on va dire, une puissance publique. Et là, je vois aussi pas mal d'acteurs plutôt privés. Alors que l'identité, je prends une carte d'identité, ça va être délivré par la puissance publique et pas par des acteurs privés. C'est quoi la frontière entre les deux et l'intérêt, au-delà de l'intérêt économique, bien sûr, pour vous, je ne voudrais pas casser votre business. Mais... Pour les uns et pour les autres, je commence et puis je te laisse finir après. Donc Monidéum, ceux qui ne connaissent pas, c'est effectivement un service d'infogreffe permettant de rattacher à une personne physique
l'ensemble de ces mandats identifiés dans le périmètre d'Infogreffe, c'est-à-dire les sociétés commerciales. Ça, c'est le premier bémol, entre guillemets, puisque la couverture fonctionnelle est une couverture fonctionnelle liée aux sociétés commerciales, alors que lorsqu'on parle d'identité professionnelle, ça va au-delà. C'est-à-dire que ça va y compris sur les mandats sociaux, ça va y compris sur les mandats électifs, ça va y compris sur la sphère publique. L'activité professionnelle, c'est vraiment l'individu face aux entités. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Mondidenum est une source de mandat, mais Mondidenum agit dans l'environnement Mondidenum et n'est pas doté d'un moyen d'identification substantiel. Donc il faudrait le coupler. Avec une idée, je t'en prie. Je te laisse la parole pour la suite. Il y a ça, puis sur le fond, moi, les greffiers de tribunaux de commerce sont des personnes privées qui sont chargées d'une mission de service public pour la gestion du greffe du tribunal de commerce, mais toutes ces activités commerciales qui sont annexes, que ce soit la garantie de certificats numériques fournis par les greffiers de tribunaux de commerce ou l'identité numérique fournie par les greffiers de tribunaux de commerce, entrent dans le champ commercial au même titre que les nôtres. Et les missions qu'on remplit en fait en tant que société privée, privé de droit public ou privé de droit privé, ces missions qu'on remplit, elles sont remplies dans un cadre juridique qui est très clair, avec des audits et des qualifications qui sont définies, qui sont délivrées par la puissance publique, justement pour garantir qu'on fait bien notre métier, qu'on agit dans le cadre de la loi. Donc il n'y a pas du tout de contradiction, il y a un continuum assez complet, finalement, qui peut être lié à la complexité de l'organisation française sur les juridictions. S'il n'y a pas de questions, si, ah pardon. Sur la santé, on voit de l'alimentation qui nous a fait utiliser des données d'accès, si je prends des trajectoires, si je prends des logiciels AGS, avec des cartes CPS, des cartes CPS. Moi, je comprends que sur les solutions d'accès numérique de la alors, je dirais qu'il n'y a pas de contradiction en tout cas entre les deux, parce que la CPS, la CPS ou l'ICPS, c'est le principe, la ICPS, les matériels de la CPS, en fait, c'est un des tout premiers systèmes d'identité professionnelle. Parce que quand vous avez une CPS, vous avez une carte qui va prouver votre identité et qui va prouver votre droit à agir. Vous êtes médecin, vous êtes pharmacien, vous êtes infirmier, et vous êtes praticien hospitalier, vous êtes praticien libéral. Et donc c'est un des tout premiers, un des plus anciens systèmes d'identité professionnelle qu'il y a en France. Et donc ce système qui existe et qui est en lui-même autosuffisant, il n'y a pas de raison qu'il soit remis en cause par ce système-là. Parce que quand je suis médecin en profession libérale, finalement mon droit à agir, mon droit de praticien et mon droit de médecin. Quand je suis infirmier, je pourrais très bien, ça n'empêcherait pas. Enfin, les cartes, les identités professionnelles, effectivement, la santé est un cas à part, mais on en a d'autres. Si on prend, par exemple, les cartes d'avocat, ou si on prend les cartes d'experts auprès des tribunaux, en fait, toutes les cartes professionnelles dotées d'une identité rentrent dans ce qu'on appelle le moyen d'identification électronique, donc peut être rattaché. Après, ça va entre guillemets, voir comment l'écosystème s'établit. C'est ça le sujet. Parce que, encore une fois, l'identité est la même pour tout le monde. Ce qu'on appelle le jeton OpenID, il contient l'identité pivot et quelle que soit la source de l'identité, on aura les mêmes infos. Enfin, on l'espère. En relation avec, par exemple, une admission en études d'expertise comptable ou alors pour le PDP, c'est-à-dire qu'il y a une vérification du gérant avec les statuts, carte d'identité, etc. Et par exemple, on peut très bien être au courant s'il y a un changement de gérance derrière. Et donc ça veut dire là, on n'a aucun moyen actuellement d'avoir ce suivi-là quelque chose. On va le faire une première fois et on va le faire tous les ans, on va pas le faire Notre job, je parle sous contrôle de François, évidemment, il n'y aura pas de réponse, mais notre job d'autorité de certification, c'est de maintenir le certificat d'identité active à condition que les éléments qui la composent soient vrais. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire qu'à partir du moment où la fin de gérance a été publiée, nous avons l'obligation de révoquer cette identité. Donc, ça fait partie de notre job.
Donc vous, en tant que consommateur, si à un moment donné vous voulez vérifier, ou si à un moment donné vous contrôlez en temps réel que votre client se connecte en étant toujours le représentant légal, s'il y a un événement dont on n'est pas informé, nous par contre on va être informé, on va être informé, on va révoquer l'identité et on va plus se connecter. Ça fait partie de la mission de l'autorité de certification de vérifier que ce qui est dans le certificat, je parle du certificat, mais encore une fois, c'est valable pour l'identité, est valable. Oui, je confirme qu'on a cette mission de surveillance et puis on a aussi des responsabilités des personnes. J'ai vu le cas d'un gérant de société qui avait juste oublié de dire qu'il était parti et qu'il avait laissé sa carte de signature à son successeur. Il a été très embêté, je vous garantis, parce que l'autre avait fait un peu n'importe quoi. Donc il y a un ping-pong en permanence finalement entre ce que nous on peut surveiller, les informations qui sont publiées, dont effectivement on doit tenir compte. Une fois qu'on sait quelque chose, on prend les mesures qu'il faut pour invoquer les identités. Et puis, pas une surveillance, mais un coaching, je dirais plutôt, des entreprises. Et c'est là où on sera très utile parce qu'il y a quand même un mouvement naturel au sein des populations. Et c'est très important d'assurer une espèce de présence pour avoir de l'information aussi fraîche que possible en sollicitant les clients, sollicitant nos identités pour vérifier que ce qu'on a soit toujours bon. Je pense qu'on va s'arrêter là, puisque oui, c'est plaisir à reprendre. Merci beaucoup à tous. Merci.